Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse vraiment passionnante qui retrace 55 ans d'histoire de l'argent métal, une histoire chaotique, explosive et pleine de rebondissements. C'est le moins qu'on puisse dire. La source du jour, c'est un dossier très complet du site europix.fr et il nous pose une question essentielle. L'argent, est-ce qu'il est condamné à rester l'or du pauvre, ce petit frère un peu turbulent qui ne fait que suivre les mouvements de l'or? Ou, au contraire, est-il en train de vivre sa propre révolution pour devenir le métal indispensable du futur? Exactement. Et la question, elle est particulièrement brûlante aujourd'hui, le 9 décembre 2025, parce que le cours vient de toucher un nouveau sommet historique à 61 dollars l'once. C'est assez spectaculaire. Cette dualité, elle explique tout. Ces envolées incroyables, comme ces effondrements les plus brutaux. D'accord. D'un côté, on a l'argent monétaire, le refuge, un héritage de 5000 ans d'histoire. Et de l'autre, et c'est là que tout bascule aujourd'hui, on a l'argent industriel, un métal stratégique, critique, irremplaçable dans les technologies de demain. C'est ce conflit permanent qui crée la volatilité? C'est exactement ça. Ce conflit entre ces deux facettes lui donne cette volatilité légendaire, qui est plus de 2 fois supérieure à celle de l'or. Et ça crée les conditions de ces fameuses phases de rattrapage explosives. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé à ce sommet de 61 dollars, l'analyse nous propose de remonter le temps, de décortiquer 4 grands cycles qui ont marqué son histoire depuis 1971. On commence quand? Le premier cycle démarre avec le choc Nixon, qui met fin à la convertibilité du dollar en or. Mais le vrai drame de cette période, la véritable saga, c'est l'histoire des frères Hunt. Ah, l'affaire Hunt, c'est un véritable thriller financier. On est à la fin des années 70, l'inflation est galopante, et deux héritiers texans, Nelson et William Hunt, décident de se protéger en achetant de l'argent physique. Juste pour se protéger au départ? Au départ, oui. Leur idée, c'était juste de préserver leur fortune. Mais très vite, ça a viré à l'obsession. Attendez, quand on dit qu'ils achètent de l'argent, on parle de quelle quantité? Comment 2 personnes, même très riches, peuvent déstabiliser un marché mondial? C'est ça qui est dingue. Ils ont fini par accumuler environ 100 millions d'onces. Pour se représenter le truc, ça équivalait à près d'un tiers de toute l'offre mondiale d'argent disponible à l'époque. Un tiers! C'est hallucinant! Ils ont littéralement asséché le marché. En faisant ça, ils ont créé une pénurie complètement artificielle qui a déclenché une bulle spéculative monumentale. Entre 1976 et 1980, le cours de l'argent explose de... 786%. Incroyable! On atteint un pic en séance à 50,35 dollars en janvier 1980. Un niveau qui ne sera pas revu avant 45 ans. On imagine la panique sur les marchés. Et forcément, à un moment, la bulle éclate. L'article mentionne une date, le Silver Thursday, le 27 mars 1980. Qu'est-ce qui se passe? Le piège se referme. Les autorités boursières, complètement dépassées, décident de siffler la fin de la partie. Du jour au lendemain, elles changent les règles du jeu. Elles augmentent massivement les exigences de marge sur les contrats à terme. C'est-à-dire? Concrètement, ça veut dire que pour garder leur position, les frères Hunt devaient déposer beaucoup plus de garanties. Sauf qu'ils étaient endettés jusqu'au cou pour financer leurs achats. Ils ont été étranglés. Ils ne pouvaient plus suivre. Incapables de fournir les fonds, ils n'ont plus eu le choix. Il fallait tout vendre, et vite. Cette liquidation forcée a provoqué un tsunami. Le cours s'est effondré de 50 dollars à 10 dollars en quelques jours à peine. La chute est vertigineuse. Les frères Hunt ont fait faillite, mais j'imagine que ça a laissé des traces bien au-delà de leur fortune personnelle. Ah oui, des cicatrices profondes. Cet épisode a forgé pour des décennies l'image d'un actif toxique, ultra spéculatif, dangereux. Personne ne voulait plus en entendre parler. Et ce traumatisme nous fait basculer directement dans le deuxième cycle. Exactement. Ce que l'analyse appelle très justement la longue traversée du désert, de 1982 à 2001. 20 ans de purgatoire. L'argent devient un paria. Mais au milieu de ce désert, l'analyse mentionne un nom qu'on n'attendait pas du tout là. Warren Buffett. Oui. En 1997, sa société Berkshire Hathaway se met à accumuler, très discrètement, des quantités massives d'argent. On parle de combien? Près de 130 millions d'onces. C'est même plus que les frères Hunt à leur apogée. De toute sa philosophie, non? Il déteste l'or, il dit que ça ne produit rien. Et c'est là que l'anecdote est fascinante et même prémonitoire. Sa logique n'avait absolument rien à voir avec celle des frères Hunt.
Ce n'était pas de la spéculation. Alors, c'était quoi? Son raisonnement était très pragmatique. Il était basé sur les fondamentaux industriels. Il a constaté qu'il y avait un déficit structurel. La demande de l'industrie était supérieure à la production des mines. Donc, il a parié sur un rattrapage des prix. C'est ça. Il a parié sur le fait que ce déficit finirait par faire monter les prix. Il a été l'un des tout premiers à vraiment considérer l'argent pour sa valeur d'usage, et pas seulement sa valeur monétaire. C'était un visionnaire sur ce coup. Et ça a payé pour lui. C'est toute l'ironie de l'histoire. Il a eu raison, mais beaucoup trop tôt. Il a revendu toute sa position entre 2000 et 2006 avec un profit assez modeste, juste avant la hausse spectaculaire qui allait suivre. Il a raté le train. Complètement. Mais cette traversée du désert se termine sur un chiffre qui donne le tournis. En 2001, l'argent touche un plus bas à 4,03 $. Après 25 ans, le prix était revenu à son point de départ de 1976. 25 ans pour rien, un quart de siècle de perdu. Ce qui nous amène au troisième cycle, de 2001 à 2016, la Renaissance. L'argent sort enfin de son coma. Qu'est-ce qui a bien pu le réveiller? Il y a deux moteurs surpuissants qui se sont allumés presque en même temps. Le premier, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. L'usine du monde. Voilà, la Chine devient l'usine du monde. Sa demande pour les matières premières explose, et l'argent, il est partout, hein. Électronique, soudure, revêtement. Le second moteur, c'est la financiarisation. C'est-à-dire que ça devient plus facile d'en acheter. Beaucoup plus facile. Grâce au lancement des ETF, ces fonds cotés en bourse, qui répliquent le cours du métal. Le fameux iChart Silver Trust, le SLV, en 2006 a ouvert les vannes à des milliards de dollars d'investissement. Et puis, comme souvent, une crise mondiale vient tout chambouler. La crise financière de 2008 a agi comme un détonateur. Absolument. Après une chute brutale pendant la panique de la faillite de Lehman Brothers, l'argent s'est transformé en fusée. Les banques centrales se sont mises à imprimer des quantités astronomiques de monnaie. Et les investisseurs ont eu peur pour leur argent. Ils étaient terrifiés. Ils se sont rués sur l'or et l'argent. Résultat, entre octobre 2008 et avril 2011, en 2 ans et demi, le cours de l'argent s'envole de 422%. Une performance stratosphérique. Mais on a l'impression de revoir le scénario des frères Hunt. J'imagine que la chute a été tout aussi violente. Inévitablement. La douche froide. Une fois le pic atteint en 2011, tout près des 50 $, le cours s'effondre de 72% jusqu'en 2016. C'est le cycle habituel, mais en accéléré. Ça confirme sa nature hyper volatile. On sort donc de cette bulle de 2011 et on a l'impression que l'histoire se répète. Mais l'analyse suggère que cette fois, avec le quatrième cycle qui débute vers 2016, les choses sont fondamentalement différentes. On a eu un signe avant-coureur, non? Avec le Silver Squeeze sur Reddit en 2021. Oui, cet épisode était très révélateur. Des milliers de petits investisseurs qui se coordonnent sur des forums pour essayer de faire exploser le cours en répliquant l'affaire Hunt. Une sorte de version 2.0. C'est ça. Je me souviens de la frénésie. Tout le monde pensait pouvoir devenir les nouveaux frères Hunt. Bien sûr, la tentative a échoué. Le marché est beaucoup trop grand aujourd'hui. Mais ça a mis en lumière deux choses. Une défiance immense envers le système financier et l'arrivée d'une nouvelle génération qui s'intéresse aux métaux précieux. Mais au-delà de ce coup de fièvre, qu'est-ce qui change vraiment la donne de manière structurelle aujourd'hui? On passe de la psychologie à la physique. Les nouveaux moteurs de la demande ne sont plus seulement monétaires ou spéculatifs, ils sont ancrés dans le réel. Le premier, et le plus massif, c'est la transition énergétique. Ah oui, Alors, je n'étais remplaçable dans ce domaine. Quelques chiffres pour illustrer. Un panneau solaire contient environ 20 grammes d'argent pur. La demande du secteur solaire a triplé entre 2020 et 2025. c'est énorme. Et ce n'est pas tout. Un véhicule électrique, lui, en contient entre 25 et 50 grammes pour toutes les connexions et les composants électroniques. Donc, si je comprends bien, avant, la demande industrielle, c'était un peu le plancher du prix et la spéculation faisait le reste. Maintenant, ce plancher est en train de monter à toute vitesse. C'est exactement ça. Ce n'est plus une demande cyclique, c'est une demande de base, structurelle, qui est programmée pour augmenter massivement à cause des impératifs climatiques. Et l'offre a du mal à suivre. Littéralement. Les entrepôts du COMEX à New York ou de la LBMA à Londres se vident. Ils sont à leur plus bas niveau depuis 20 ans. D'accord. Cette demande industrielle solide et durable semble donc justifier la hausse qui nous a mené au record de 61 $. Mais la question demeure, est-ce que ce prix est justifié? L'analyse propose un outil pour y voir plus clair, le ratio or-argent. C'est un baromètre très utile pour prendre un peu de hauteur.
Le principe est simple. Il indique combien d'onces d'argent il faut pour acheter une seule once d'or. Et historiquement, ça donne quoi? Historiquement, sur des millénaires, de l'Empire romain au XIXe siècle, ce ratio oscillait entre 12 et 16. L'argent avait beaucoup plus de valeur par rapport à l'or. Et plus récemment, quels ont été les extrêmes? Au sommet de la bulle des frères Hunt, leur ratio est tombé à 16. À l'inverse, en mars 2020, au cœur de la panique du Covid, il a atteint un record absolu de 121. L'argent n'avait jamais été aussi bon marché par rapport à l'or. Jamais aussi sous-évalué. Et aujourd'hui, au sommet de 61 $, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, le ratio se situe à 70. 70. Et ce chiffre est très parlant. Il est encore bien au-dessus de la moyenne des 50 dernières années, qui est d'environ 60. Donc ça suggère qu'il y a encore un potentiel de rattrapage. Ça suggère que même après sa hausse spectaculaire, l'argent reste sous-évalué par rapport à l'or. Pour donner un ordre d'idée, un simple retour à cette moyenne de 60, avec un cours de l'or qui ne bouge pas, impliquerait un pli pour l'argent autour de 70 $. Ce voyage à travers 55 ans d'histoire est vraiment éclairant. On voit l'argent se métamorphoser, passer du statut de jouet pour spéculateurs à celui de métal industriel critique. C'est une transformation fondamentale. Pour résumer, l'analyse nous laisse avec 3 chiffres en tête. D'abord, x 47, la multiplication de sa valeur depuis 1971. Ensuite, 60, le ratio or-argent qui suggère qu'il y a encore de la marge. Et enfin, plus de 143%, la performance incroyable depuis septembre 2022. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que cette fois, la situation semble vraiment différente. Pour la première fois de son histoire moderne, la hausse ne repose pas que sur la peur ou la spéculation. Mais sur du concret. Sur des fondamentaux industriels solides, mesurables et surtout durables. La demande pour la transition énergétique est un tsunami de fonds. L'argent n'est plus seulement l'or du pauvre, il s'impose comme un acteur incontournable de l'économie de demain. Et pour terminer, une pensée pour aller plus loin. Europix nous propose 3 scénarios, avec des probabilités pour chacun. C'est la partie prospective, oui. Une fois qu'on a posé le diagnostic, on explore les chemins possibles. Le premier scénario, c'est le plus probable, à 60%. Il est intitulé Continuation de l'accélération. Et là, les chiffres donnent le vertige. On parle d'un argent qui pourrait atteindre 140 à 200 $ d'ici 2028. Voire 300 $ d'ici 2030. Ces chiffres paraissent complètement fous. Qu'est-ce qui pourrait déclencher une telle flambée? C'est le scénario de la tempête parfaite. Il repose sur 3 catalyseurs qui se nourriraient les uns les autres. D'abord, une accélération encore plus forte des installations solaires. La demande deviendrait frénétique. Ensuite, une pénurie physique. Ça forcerait ce qu'on appelle un short squeeze. Les vendeurs à découvert seraient obligés de racheter à n'importe quel prix. Une spirale haussière. D'accord. Et le troisième moteur, ce serait l'or. Si l'or continue sa propre hausse vers les 5000 $, il tirerait l'argent avec lui. Donc ce n'est pas juste une frénésie. C'est un scénario qui est basé sur un vrai goulot d'étranglement physique. C'est le scénario explosif. Mais il y en a un deuxième, beaucoup plus mesuré, probabilité de 30%. C'est qu'une phase de consolidation puis reprise. Là, l'argent se calmerait, entre 60 et 70 $ pendant 1 ou 2 ans, avant de repartir. Le document appelle ça une phase techniquement saine. Et ça, c'est un comportement de marché beaucoup plus classique en fait. C'est un peu comme un alpiniste qui vient de faire une grosse ascension. Il ne sprinte pas jusqu'au sommet, il s'arrête, il fait une pause à un camp de base pour s'acclimater. Pour reprendre son souffle. Voilà, le marché c'est pareil. Une pause permet d'absorber les gains, de calmer le jeu, de solidifier le nouveau prix. Ça ne remet pas en cause la tendance de fond, mais ça reconnaît juste que les arbres ne montent pas au ciel en ligne droite. Et puis il y a le dernier scénario, le scénario catastrophe. Moins probable, 10% de chance, une correction majeure, une chute brutale vers la zone des 47-53 $. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? C'est le scénario où tout va mal. Ça pourrait être une récession mondiale très très sévère qui mettrait un coup d'arrêt à la demande industrielle. Ou alors un effondrement du marché solaire, peut-être à cause d'une nouvelle technologie qui n'utiliserait plus d'argent. Ce scénario est crucial parce qu'il nous rappelle la nature profonde de l'argent. C'est une bête sauvage. Ah oui. L'analyse le souligne bien. Sa volatilité, c'est plus du double de celle de l'or. Et le passé le prouve. Le document cite la hausse de plus 786% entre 1976 et 1980. C'est énorme. Suivi d'un effondrement de moins 94% dans les 2 ans d'après.
Le potentiel de gain est immense, mais le risque de perte l'est tout autant. Il ne faut jamais l'oublier. Donc si on résume, que ce soit dans le scénario d'accélération ou celui de consolidation, tout semble revenir à une idée. L'idée que le moteur du marché a changé, fondamentalement. C'est le fil rouge de toute l'analyse. L'argent est en train de s'émanciper de son statut d'ersatz de l'or. Pour le dire autrement, son histoire future, elle sera probablement écrite par l'industrie bien plus que par la finance. Et le document donne des chiffres assez frappants pour illustrer ça. Rien que pour le photovoltaïque, la demande pourrait passer de 250 millions d'onces aujourd'hui à 350 voire 400 millions par an d'ici 2030. Et cette seule demande représenterait entre 35 et 40% de toute la production minière mondiale. C'est colossal. C'est une concentration de la demande qui est massive. Imaginez si 40% de tout le blé du monde était nécessaire pour fabriquer un seul type de pain. Vous imaginez la pression sur le marché? Ah oui, d'accord. C'est ce qui se passe avec l'argent. Il devient un composant aussi stratégique que le cuivre pour l'électrification ou le lithium pour les batteries. Son prix devient moins dépendant des taux d'intérêt et beaucoup plus de la vitesse à laquelle on construit des parcs solaires. C'est structurel. Alors, face à cette situation, que faire? Le document ne fait pas qu'analyser, il propose aussi des pistes stratégiques. Pour quelqu'un qui est déjà investi à long terme, par exemple, quel est le conseil? Pour un investisseur avec un horizon de 5 à 10 ans, la recommandation est de garder une exposition de 3 à 5% de son portefeuille total en argent. Et au sein de cette poche de métaux précieux, la suggestion c'est une répartition de type 70% en or, 30% en argent. Pourquoi cette répartition? L'idée, c'est d'utiliser l'or comme une ancre de stabilité et l'argent comme une voile pour capter le vent quand il souffle fort. L'analyse suggère même d'utiliser le ratio comme un outil tactique. Quand le ratio est très haut, disons au-dessus de 80, l'argent est très bon marché, on peut en rajouter un peu. Quand il est très bas, sous les 40, l'argent est devenu cher, on peut alléger. C'est une approche plus active. D'accord, mais la question que beaucoup doivent se poser, pour celui ou celle qui n'est pas encore entré sur le marché, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il faut encore monter dans le train à 61 $? Alors là, l'analyse est très très claire. Non, on ne saute pas dans un train lancé à pleine vitesse. Entrer massivement à 61 $ après 243% de hausse, c'est jugé bien trop risqué. C'est du bon sens, mais c'est difficile à suivre, j'imagine. La peur de rater l'opportunité? Le fameux FOMO, oui, il est immense dans ces moments-là. C'est un piège. Alors, le document préconise quoi? Une approche beaucoup plus disciplinée. L'investissement programmé. En anglais, on dit DCA, pour Dollar Cost Averaging. Concrètement, au lieu de tout mettre d'un coup, on investit une somme fixe tous les mois, par exemple, sur 12 ou 24 mois. Ça permet de lisser son point d'entrée et surtout ça réduit l'impact de la volatilité. C'est une protection contre ses propres émotions. Et l'analyse insiste sur une règle d'or, ne jamais allouer plus de 5% de son patrimoine total juste à l'argent. À cause du risque de baisse? Exactement. On l'a vu, on peut avoir des chutes de 50, 60, 70%. Il faut pouvoir l'encaisser. Et pour aider à naviguer, le document donne une sorte de tableau de bord, des signaux concrets à surveiller. Ah oui, c'est intéressant ça. Quels sont les voyants à regarder? Pour la hausse, les signaux qui passeraient au vert, ce seraient par exemple des stocks du COMEX qui tomberaient sous les 200 millions d'onces. Ça, ce serait des signes de tension extrême sur le marché physique. Et pour la baisse? Les signaux d'alarme? À l'inverse, ce serait un coup de frein brutal et inattendu sur les installations solaires dans le monde. Ces indicateurs permettent de juger la thèse en temps réel pour ne pas naviguer à l'aveugle. Bon, pour résumer cette analyse qui est quand même très dense, on a le portrait d'un actif qui est à des sommets historiques, certes, mais qui semble être au début d'une nouvelle ère. Le cœur de la thèse, si je comprends bien, c'est ce changement d'identité. On passe d'un actif surtout monétaire et spéculatif à un métal industriel, critique. C'est tout à fait ça. Le chiffre de 61 $, il est symbolique. Mais le vrai message, il est ailleurs. Il est dans ce ratio à 70 qui nous dit que le rééquilibrage avec l'or n'est peut-être pas fini. Un simple retour à la moyenne historique de 60, ça impliquerait déjà un prix au-dessus de 70 $. L'actif garde sa double personnalité, explosive et risquée. Mais son avenir semble moins lié aux caprices de la finance qu'aux besoins de l'industrie. Et en y réfléchissant, toute cette analyse, qui se concentre sur le rôle de l'argent comme métal critique, ça soulève une question assez fascinante pour l'avenir, je trouve. Si sa demande devient à ce point essentielle pour les objectifs climatiques mondiaux... On peut se demander si les gouvernements vont rester les bras croisés, en effet. Exactement. Est-ce qu'ils pourraient un jour décider de le classer comme une ressource stratégique, au même titre que le lithium, les terres rares, et chercher à réguler son marché? C'est une excellente question, et c'est une conclusion logique.
Si l'argent devient pour l'énergie du XXIe siècle ce que le pétrole était pour l'industrie du XXe, on peut parier que les États vont s'y intéresser de très très près. Et ça changerait tout. Complètement. On pourrait imaginer des stocks stratégiques, des contrôles à l'exportation. L'argent passerait d'un actif de marché libre à un actif à dimension géopolitique. Et ça, c'est une toute autre histoire, une pensée à garder en tête pour la suite.